Bonjour à tous. Je suis très contente de vous retrouver ce matin. On est matinaux et ça met beaucoup d'énergie. Je suis Maïté Armidom, je suis directrice de la marque Kerastase France. Et je suis ravie et fière d'être avec vous ce matin pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'on va parler de confiance en soi. Et c'est un engagement que Kerastase a à cœur et à corps, puisque la marque, depuis toujours, crie par son ADN cette idée de confiance en soi au féminin. Parce que c'est très clair dans la proposition de valeur de la marque, oser et nous prendrons soin de vous. Et en effet, donc, on va passer 1 heure ensemble, là, ce matin, à parler de comment on va booster la confiance en soi, comment on va aider les femmes à oser plus, à révéler qui elles sont au fond d'elles-mêmes. Et quand j'y pensais, pour préparer cette introduction, je me disais que c'est vrai que la confiance en soi, c'est un mot que j'entends souvent. On en entend de plus en plus parler parce que c'est un mot qui fait partie du développement de soi, mais on n'entend pas beaucoup parler au féminin réellement. Or, le constat au niveau de la confiance en soi au féminin, il est assez flagrant. On a quelques chiffres. Plus d'une femme sur 2 déclare avoir moins confiance en elle qu'un homme. Plus d'une femme sur 2 déclare qu'elle s'est sentie freinée par ses propres croyances limitantes. Et 74% des femmes déclarent avoir manqué de confiance en elles à des moments clés décisifs de leur carrière. C'est quand même assez parlant en termes de chiffres. Et en plus, on voit très bien que l'écart, cette inégalité qu'on peut avoir entre les hommes et les femmes, elle commence déjà de façon intrinsèque à ce niveau-là, au niveau de la confiance en soi. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on sait, et on va en parler beaucoup aujourd'hui, on sait que le moyen le plus efficace finalement d'aller booster la confiance en soi, avec les Power Talks. Et la marque, elle le fait avec une association qui s'engage, qui a fait de son cheval de bataille à la fois la confiance en soi, mais aussi le mentorat au féminin. Cette association, c'est Dare Woman. Et on a l'extrême plaisir ce matin d'accueillir avec nous Frédérique Picard-Lebihan, qui est la fondatrice de Dare Woman. Alors, ce matin, donc, Frédérique va nous expliquer comment le mentorat peut tout changer, mais aussi partager avec nous son unique, parce que ça part d'une expérience et d'un vécu très fort. Elle va aussi nous aider à animer nos échanges ce matin. On a aussi le grand plaisir d'accueillir Anne-Laure Thomas, directrice de la diversité, qui, vous vous en doutez, est à fond avec nous sur la cause au féminin. Et on va avoir aussi le témoignage d'un mentor et d'une mentorée un peu plus tard. Et donc, sans tergiverser, je passe le micro à Frédérique. Merci Maïté. Merci Kerastase de nous accueillir ce matin avec, je suis sûre, on va avoir un magnifique échange avec vous deux, Anne-Laure et Maïté. Donc, je suis Frédérique, présidente et fondatrice effectivement de Dare Woman. Dare Woman, c'est une association avec une mission très claire, encourager l'audace chez les femmes pour qu'elles prennent leur juste place professionnelle. Alors, pourquoi et comment est née Dare Woman? Parce que c'est souvent la question qu'on me pose. Il y a une douzaine d'années, c'est très simple, hein, c'est effectivement mon histoire. Il y a 12 ans, donc je suis issue de grands groupes, pas L'Oréal, mais d'autres comme Heineken, Heinz, Paribas. J'ai créé une société de conseil en stratégie marketing et il y a une douzaine d'années, j'ai décidé que je me suis rendu compte en fait que la vie passait et que je ne m'étais pas connectée à mon rêve de petite fille et ce rêve, c'était de faire le tour du monde à la voile. Donc, j'ai décidé de le faire. On est parti, je vais faire très vite, mais 1 an avec 4 enfants, mon mari, en bateau autour du monde. Évidemment, c'est une expérience unique. Évidemment, on n'en revient pas pareil. Évidemment, on se connecte à son soi profond, puisque tout dégage, tout. C'est-à-dire, là, il n'y a plus de produits pour les cheveux, il n'y a plus de produits pour les ongles, il n'y a plus rien, il n'y a plus que soi, avec soi et les éléments. Évidemment, quand on fait ça pendant 1 an, on se dit, oh là là, est-ce qu'on va revenir en région parisienne? Donc non, on n'est pas revenu. On n'est pas revenu, on a voulu continuer cette aventure. On est parti vivre au Moyen-Orient, à Istanbul pendant 4 ans, et puis aux États-Unis, en Californie pendant 3 ans. Quand j'ai vécu là-bas,
j'ai changé de métier puisque je suis passée de conseil à coach parce que les Français que je côtoyais avaient besoin de coach pour leurs équipes et avoir des coachs locaux, c'était difficile, notamment à Istanbul. Ce métier de coaching qui ne me plaisait pas particulièrement, ben, je me suis dit pourquoi pas, et je suis tombée dans la marmite. Et en fait, j'ai découvert un métier qui permet de faire progresser les autres. Et avant, je faisais du marketing de produits, là, je fais du marketing de personnes, quelque part, avec ce sentiment de faire gagner le produit, puisque le produit, c'est l'humain. L'expérience aux États-Unis m'a énormément marquée, parce que là-bas, j'ai rencontré des femmes, j'ai monté une start-up et j'ai rencontré des femmes qui n'avaient de cesse que de pouvoir m'aider. Alors, à chaque fois que je voyais une femme, elle me disait « What can I do for you ?» Je me disais « Oh là là, c'est bizarre, je ne suis pas du tout habituée à ce qu'on dit ça. » En France, on dit plutôt « Tu montes une boîte, mais pourquoi tu ne restes pas dans un grand groupe ?» C'est tellement mieux. Quand j'ai monté ma boîte, c'est ce qu'on m'a dit. J'ai monté aux États-Unis une société de interior design for dogs. Ça veut dire que c'est architecte d'intérieur pour chiens et chats. Imaginez la tête des Français. Aux États-Unis, les seules réflexions que j'avais, c'était « What can I do for you ?» Et pas une fois, on s'est moqué de... Alors, en France, je vous ai même pu en parler tellement c'était des ricanements. What can I do for you? Et pourquoi tu n'as pas des objectifs un peu plus élevés? Et là, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. Et ça a été une renaissance, en fait. Ça a été une renaissance parce que j'ai osé. J'ai osé aller plus haut. J'ai osé accepter de l'aide. Le Dare to Ask, c'est un vrai sujet. Oser demander de l'aide. Elles m'ont appris à demander de l'aide. Et je me suis rendu compte que toutes ces femmes qui étaient des chefs d'entreprise, elles avaient tout un mentor. Et en fait, elles me mentoraient. Elles me guidaient, elles ne me donnaient pas les solutions, mais elles me tenaient par la main en disant « Mais vas-y Fred, pourquoi tu ne vas pas là et pourquoi tu ne vas pas… » Et je me suis retrouvée avec le vétérinaire de 2011, je me suis retrouvée dans une situation incroyable, alors que la boîte n'existait quasiment pas. Mais elle disait « Mais allez-y ». Et donc, je suis rentrée en France avec ce nouveau rêve de me dire « Mais c'est ça qu'il faut. Il faut qu'on arrive, nous les femmes françaises, à oser plus et à s'entraider plus. » Et j'étais avec une franco-américaine qui me dit « J'ai envie de faire quelque chose avec toi aux États-Unis. » Je dis « Non, je rentre en France. » Et je dis « Je vais créer un mouvement qui va s'appeler Dare Women. » Et on a écrit sur un Word, c'est quoi Dare Women? Eh bien, Dare Women, c'est une association qui va permettre aux femmes d'oser plus. C'est quoi? C'est des ateliers, c'est des conférences. Et bien sûr, on a lancé il y a 3 ans le mentoring. Et là, c'est l'outil absolument magique, puisqu'aujourd'hui, grâce à la rencontre avec Kerastase au mois de juin, on peut déployer de façon très, très massive ce programme. On a plus de 250 séances à notre actif là depuis décembre quand même. On a surtout un résultat, non seulement on déploie autour de femmes avec des… On m'a posé la question en bas, mais c'est pour qui pour Ortho? Je dis, mais c'est pour toutes les femmes. On a des étudiantes en fin d'études pour les aider à trouver du travail, ou en tout cas à les guider. On a des jeunes salariés qui se posent des questions en arrivant dans l'entreprise. Quand on est une jeune salariée et qu'on quitte l'école, c'est là que le gap est le plus important en fait. Quand on est dans les écoles ou les études, globalement, tout va bien. On arrive dans le monde de l'entreprise et là, on se retrouve avec des gens qui n'ont pas le même âge, pas le même parcours, pas la même histoire, pas la même culture et une hiérarchie. On n'avait pas à l'école. Et souvent, on récupère, ces femmes-là viennent voir en disant est-ce qu'on peut avoir… Et oui, on est des compagnons, c'est du compagnonnage le mentoring. Bien sûr, c'est très, très adapté pour cette situation-là. On a des femmes salariées un peu plus avancées pour réfléchir à leur… qui ont besoin de réfléchir à leur orientation, qui ont besoin de confronter une présentation, un entretien d'évaluation, par exemple. On a des femmes, évidemment, en recherche d'emploi. On a des cadres beaucoup plus confirmés pour travailler le pilotage de leur carrière avec elles. Donc, ça s'adresse à toutes les femmes. Voilà. La base de Dare Women, c'est l'audace. Mais l'audace, c'est quoi? L'audace, c'est le passage à l'action. C'est simplement… Alors, nous, on est anti-concept chez nous. On est tout le temps dans l'action, tout le temps dans le faire. On dit toujours faire plutôt que parfaire. Et pour passer à l'action, il faut de l'audace. Et pour avoir de l'audace, c'est le sujet qui nous inspire, il faut de la confiance en soi. Alors, la confiance en soi, c'est quoi? La confiance en soi, c'est la capacité à se faire confiance pour passer à l'action. Elle naît parfois de son environnement familial,
mais parfois on n'en a pas. Donc nous, on est là pour construire, parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on peut toujours gagner confiance en soi, quel que soit le démarrage qu'on a dans sa vie. On a eu de la chance ou moins de chance. Alors moi, j'ai la chance, j'ai beaucoup de chance d'avoir autour de moi 2 femmes qui ont toutes les 2 des histoires différentes, singulières. Quand je regardais je vous ai interviewé avant cette conférence, et en fait, c'est une phrase d'Aretha Franklin qui m'a frappée pour vous 2. Embrassez ce qui vous rend unique, même si cela rend les autres mal à l'aise. Et vous avez toutes les 2 une unicité. Cette phrase vous parle? Voilà. Embrassez, écoutez bien, ce qui vous rend unique, même si cela rend les autres mal à l'aise. Et vous verrez qu'à la fin, ils seront à l'aise. Parce qu'en fait, quand vous avez une unicité, que vous l'assumez, une singularité, on va voir les 2 singularités, parce qu'on a 2 femmes singulières aujourd'hui, ce matin, pour cette conférence. Ça peut rendre mal à l'aise, la singularité. Le plus important, c'est de l'assumer et d'en faire une force, et c'est ce qu'elles ont fait. Alors, première question, Maïté, tu commences. Je commence. J'ai l'audace de commencer. La question que je vous ai posée à toutes les 2, c'est tu ne serais pas là si. Oui. Et je t'ai répondu, Frédéric, que je ne serais pas là si je n'avais pas eu le courage de dire tout haut ce que je pensais tout bas. Et ça s'est vérifié à plein de moments dans ma carrière. Et le tout premier moment, alors pour ceux qui me connaissent déjà, bouchez-vous les oreilles, c'est une histoire que je raconte à tout le monde, mais c'est vrai que c'est important et c'est très structurant dans ma carrière et même dans qui je suis au jour le jour. C'est ma première expérience chez L'Oréal et c'était à la division produits professionnels. Et le groupe venait d'acheter une marque qui s'appelle Mizani, qui est une marque pour cheveux afro-américains. Et donc, la marque est américaine. Moi, je suis basée en France. Je suis jeune diplômée. C'est mon premier travail, mon premier CDI. Et on me dit, tu vas lancer la marque en France. Et je reçois tous les éléments des États-Unis à une époque, au début des années 2000, où aux États-Unis, il y a ce fantasme de l'Afrique. Et donc, je vais vous donner un exemple complètement farfelu. Le visuel institutionnel de lancement de Mizani, c'est une femme avec un corset en pierres précieuses, les cheveux rasés et une sarbacane en ivoire sur l'épaule. Et donc, je reçois ça et je me dis, mais c'est impossible. Il y a une incompréhension totale de qui est la femme d'origine ethnique en France dans les années 2000. Nous, on est proche de ce qu'est l'Afrique. On ne fantasme pas l'Afrique. On la vit, on l'a vécu avec nos familles et avec son évolution. Donc, nous projeter ce type d'image serait comme une atteinte. Et du coup, j'ai ça en tête et puis je reçois les éléments et puis c'est pas mon boulot de refaire ça. Mon boulot, c'est de le lancer le mieux possible sur le marché français. Mais dans mon estomac, dans mon cœur, je me dis, si on fait ça, on trouve à la catastrophe. C'est 14 Royal, le salon de l'agriculture, on envoie des palettes sur nos fenêtres. Et donc, j'ai la chance de partager mon bureau avec une jeune femme, Delphine Leblanc, je la cite, car c'est toujours quelqu'un de très important pour moi, qui, à ce moment-là, a plus d'expérience que moi et m'entend vociférer comme ça, non mais c'est pas possible, tu vois bien que ça peut pas marcher, et puis voilà, ça correspond pas à ma cible, etc. Elle me dit, bon, écoute, tu vas arrêter de me casser les oreilles, et puis tu sais quoi, tu vas travailler ton case, et puis tu vas le montrer à tout le monde, à ton boss en premier, et puis au boss de ton boss, et puis au boss des boss, et puis tu verras que ça marchera, parce qu'effectivement, je pense que tu as raison. Et en fait, quand elle m'a dit ça, et déjà elle m'a dit d'arrêter de lui casser les pieds, donc ça m'a fait un petit coup de OK, maintenant il va falloir passer à l'action, il va falloir travailler, il va falloir le structurer. Et j'ai structuré ma pensée et je l'ai présenté à mon boss de l'époque qui est Omar Ajri, qui aujourd'hui est le patron de la division produits professionnels et qui m'a dit bah, t'as raison. Donc, on va monter le case. Et puis, c'était monté de grade, jusqu'à ce que le patron de la division de l'époque me dise bah, vous avez carte blanche pour refaire le mix de Mizani. En effet, on ne lancera jamais dans ces états-là en Europe. Et ça a été la plus belle expérience de ma vie. Voilà. Bravo. Bravo. Super histoire. Et génial parce qu'elle met. Alors, nous, chez Derwent, on a 10 conseils, 10 règles pour l'audace. Et là, il y en a 2 que tu as mis fortement en avant. La première, c'est écoutez-vous.
écoutez-vous. Alors, on a parlé beaucoup d'intuition avec Maïté lors de la préparation. L'intuition, c'est vraiment d'aller chercher dans son expérience. L'intuition, c'est parce qu'on a beaucoup travaillé avant. Hein. Voilà, on dit l'intuition, les gens qui ont de l'intuition, c'est pas juste un talent qui est inné, c'est faux, c'est pas vrai. L'intuition, c'est l'intelligence qui va à la vitesse d'un cheval au galop et qui va chercher dans sa mémoire profonde toute l'expérience qu'on a accumulée et qui fait des liens. Donc, l'intuition, ça se travaille et ça se développe. Et toi, là, tu t'es écouté, tu avais cette intuition, donc tu as pu avoir cette force de t'écouter, et ça fait partie des règles de l'audace, et écoutez-vous. Écoutez-vous quand vous avez quelque chose comme ça, un éclairage qui paraît tout d'un coup une illumination, essayez de comprendre d'où elle vient. Ça fait partie des règles de l'audace. Et la deuxième qui t'intéresse encore plus, c'est le regard que quelqu'un a porté sur toi, sur ce que tu as dit. La confiance, elle se crée dans le regard de l'autre. C'est qu'à un moment donné, cette femme, tu avais confiance en elle, elle t'a un peu piqué au vif, hein, ce que tu m'expliquais, en disant, m'embêter en disant que c'est pas ce qu'il faut, et vas-y. Donc, elle a eu confiance en toi pour que tu y ailles. Et ça, c'est une des règles aussi, c'est sachez vous entourer. Et le mentoring, en l'occurrence, il est fait pour ça. Mais la confiance, si vous ne l'avez pas à un moment donné dans le regard de quelqu'un, ça va être beaucoup plus compliqué. Hein. On peut l'avoir en soi, mais je peux vous dire qu'on va 10 fois plus vite. Et si vous êtes manager, et vous le savez, et si vous n'êtes pas encore manager, vous avez les collègues, c'est quand même beaucoup plus fort d'avoir quelqu'un qui vous dit « je pense que ça, tu es capable de le faire », que quelqu'un qui vous dit et de faire mieux, parce que parfois c'est pas toujours bien fait, que quelqu'un qui vous dit c'est complètement nul ce que tu m'as présenté. Donc, avoir quelqu'un qui croit en vous, qui croit en vos compétences, qui croit en votre potentiel, qu'il soit dans l'entreprise ou ailleurs, ça va démultiplier votre confiance en vous. Merci, parce que tu as mis le doigt vraiment sur 2 points qui sont essentiels. Alors, je vais me tourner vers Anne-Laure. Alors, Anne-Laure, c'est une autre histoire singulière, qui va parler de différence, qui va parler de capacité à... Hier, j'ai fait une conférence sur la charge mentale des femmes. Ça va te parler, voilà, pas mal comme sujet. Ça parle à beaucoup. Voilà, ça parle à beaucoup. La charge mentale des femmes, c'est quoi? C'est la rencontre de 2 mondes, un monde personnel, domestique et un monde professionnel. C'est vraiment une définition qui est particulière pour les femmes. Et comment on fait pour ne pas avoir de surcharge émotionnelle, surcharge cognitive, de façon à ne pas arriver à la surcharge mentale. Donc, toi, tu as extrêmement bien géré personnel et ta vie professionnelle. J'ai fait de mon mieux. Tu as fait pas mal. Voilà. Tu as réussi, en tout cas, à les gérer. On fait toujours de son mieux. C'est ça aussi, c'est une règle. Essayez de faire votre mieux. Donc, alors, toi, pareil, à la question, tu ne serais pas là où tu es si il ne t'était pas arrivé, quoi? Alors, c'est assez rigolo parce que on a fait une super préparation, je vous le dis quand même avec Frédéric, on a fait une super préparation, c'était un moment vraiment très, très agréable. Mais je crois que ce que Frédéric ne sait pas, c'est qu'en fait, je ne réponds jamais 2 fois la même chose. Donc, je vais quand même essayer. C'est juste, voilà, il y a des idées différentes qui me viennent, mais je ne me souvenais pas que c'était la première question et du coup, je comprends mieux où est-ce qu'on en est tout en travail de coach. Une des réponses à cette question, qui est effectivement assez particulière, c'est que je ne serais pas là si, en fait, moi, je suis maman de 3 enfants, et si, en fait, mon premier enfant n'était pas né avec une maladie très grave qui fait qu'il est à l'hôpital. Et je dis tout de suite, il va très bien. L'histoire se termine très bien, hein, commençons par là, mais où, voilà, il est né, il était entre la vie et la mort, il était à l'hôpital, on ne savait pas combien de temps ça allait durer, mais on savait voilà, qu'il y aurait de toute façon toute sa vie des difficultés. Donc, évidemment, comme tout parent, hein, on s'effondre et on commence à appréhender ce milieu hospitalier qui est, petite parenthèse, exceptionnel. Et vraiment, je les remercie à chaque fois parce que vraiment, ils sont exceptionnels. Et je suis en congé maternité à l'époque, hein, c'était tout, il venait naître. Et là, je croise une personne qui me dit « Madame, la situation est extrêmement grave, il faut que vous arrêtiez de travailler. » J'avais mon bébé qui était mal, j'étais en congé mat, j'avais toutes les chutes d'hormones, c'était merveilleux, vous imaginez mon état. Et là, elle m'achevait. Elle m'achevait, en fait. Elle me retirait ma petite lueur d'espoir qui disait que j'allais avoir un extérieur, un moment pour moi. J'étais en conseil à l'époque, j'étais chez KPMG. Et j'adorais mon travail, j'adorais mes collègues. Enfin, là, vraiment, c'était la chute libre. Là. Et en fait, ça a été super. Il faudrait que je la recroise. Je me souviens plus de son nom parce que c'était un électrochoc pour me dire alors attends, tu vas faire une promesse. Hein. La première, c'est d'être heureuse.
quoi qu'il se passe, il faut que tu sois heureuse. Parce que si ton enfant, il a une maman qui est triste, il y a des parents qui sont tristes, ça va pas être chouette pour lui, c'est pas ce que tu veux pour lui. Donc, même si c'est dur, il faut toujours trouver une solution pour, voilà, pour transmettre du bonheur, pour rire, pour équilibrer. Et tu vas faire ce que tu veux. Surtout, tu vas faire ce que tu veux. Je crois qu'il n'y a pas qu'on me dise non en plus. Et donc, du coup, j'ai appelé, je crois, peut-être 2 heures après, j'ai rappelé mon partenaire chez KPMG. Je lui ai dit, en fait, les choses vont être très claires entre nous, si tu es d'accord. Je reviens très, très vite travailler. On aménagera mon temps de travail, mais pour moi, c'est ma voie de secours, c'est ma survie. Et effectivement, ça a été ma survie. Et ils ont été exceptionnels. Moi, j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de chance dans ma carrière. Et surtout, si je suis aujourd'hui dans la diversité, c'est que ce qui m'a choquée dans cette histoire, c'est que jamais on a été voir le papa de Marius pour lui dire vous arrêtiez de travailler, monsieur. Et donc, à la base, je fais des études de droit. Ça ne se voit pas vraiment tout le temps, mais je suis en fait très carrée et j'ai vraiment un sentiment de justice et d'injustice. Et là, j'ai eu un sentiment d'injustice, mais tellement fort qui m'a révoltée, que je me suis dit, voilà, il faut vraiment que je travaille pour la place des femmes, pour qu'on puisse faire ce qu'on a envie de faire. Si les mamans ont envie de s'arrêter, mais libre à elles, et bien sûr, et si on a envie de continuer, et bien libre à nous de continuer. Ce qui est important, c'est de laisser le choix et d'accompagner, mais de ne pas imposer, parce que là, en fait, ça donne des situations qui sont vraiment... pas jolies et puis qui ne doivent pas avoir lieu. Donc voilà, je suis à la diversité aujourd'hui et aussi engagée sur la place des femmes et l'équilibre et l'égalité femmes-hommes, parce que je pense que chaque homme, chaque femme doit avoir la possibilité de faire ce qu'il a envie de faire, bien sûr, en fonction de son travail, ses compétences, tout ça, mais le choix est important et il ne doit pas y avoir des codes de société qui imposent de s'arrêter quand on a envie de continuer. Merci Anne-Laure. Vaste sujet, la place des aidants aussi. Hein, je sais que c'est un sujet qui me concerne, donc parce que quand on aide, je suis moi-même maman d'enfant handicapé, donc ça me parle. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un médecin qui m'a dit, Madame, continuez quand le handicap est arrivé, parce qu'elle est tellement bien que c'est sans doute l'équilibre qui lui convient. Donc, ça m'a aidé effectivement à continuer à travailler. Mais la place des dents est une place qui n'est pas encore tout à fait claire pour nous. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il faut avoir une grande confiance en soi parce que tu t'occupes de ton fils, mais j'ai vu que tu t'occupais aussi de ta maman. Voilà. Et je me suis demandé, mais comment elle fait? Comment elle fait? Elle est patronne de la diversité, inclusion chez L'Oréal. Elle a une maman malvoyante, bien dit, voilà, et un enfant, un fils en situation de handicap. Et au téléphone, je ne l'avais pas vu, alors que j'imaginais son rire, parce qu'elle n'arrête pas de rire, en fait. Et on va parler tout à l'heure de ta singularité émotionnelle, parce que ça, c'est intéressant, tu m'en as parlé, et je m'en sers maintenant, dans mes discours, en disant, mais assumez-vous aussi avec votre hypersensibilité, et je te cite, parce que tu as dit quelque chose de très intéressant. Alors, je vais revenir vers toi, Maïté, quand je parle de singularité. Toi, ta singularité à toi, on en a parlé, c'est tes origines, et qui et tu vas nous raconter cette histoire quand tu es arrivée en Inde. Oui. Parce que on voit qu'elle n'est pas bretonne, hein, ni suédoise. Ni basque, malgré le prénom. Ni basque, malgré son prénom. Et elle a été en expatriation en Inde, elle a des origines indiennes, mais elle n'est pas indienne. Donc, on va voir ce qui s'est passé et comment elle a fait pour s'imposer dans un pays dont elle ne veut pas prendre les codes pour les femmes, tout en ayant et un nom et un physique qui donne des indices sur son appartenance. Est-ce qu'on peut... Alors, moi, j'ai fait un parallèle avec le handicap invisible. Parce que tu ne montres pas ce que tu es quand tu arrives dans ce pays. Tu montres que tu es indienne, mais en fait, tu ne l'es pas vraiment par ton histoire, par ta culture et par tout ce que tu as mis en place pour justement te développer en tant que femme française. Oui, merci. En fait, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que tu mets les mots sur aussi un point très juste comme quoi l'accompagnement aussi qu'on a dans ce groupe est très intéressant parce que quand on m'a proposé de prendre le hub innovation en Inde, moi j'étais ravie, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire. J'ai des origines indiennes, mais je ne parle pas indien, je n'ai jamais été en Inde. Donc à ce moment-là, pour moi, c'est un vrai aussi parcours initiatique que me propose le groupe, donc c'est génial. Mais il y a une des RH en Asie qui dit « j'ai un doute » et qui dit « Maïté risque de partir avec un handicap par rapport aux autres personnes parce elle ressemble à une indienne, mais elle n'est pas indienne. »
et elle met déjà le doigt sur quelque chose. Et effectivement, moi, je me dis, vraiment, quelle injustice. Alors maintenant, on va pénaliser pour aller en Inde parce que je ressemble à une Indienne. Et je ne comprenais pas. Jusqu'à ce que j'arrive sur place. Et effectivement, en fait, en Inde, il y a des codes très précis. Vous savez, hein, ça encore, presque dire, une société marquée par des castes, par des croyances religieuses très fortes, très ancrées, qui donnent des codes de vie, des codes d'interaction interpersonnelle très forts, auxquels je ne suis pas du tout habituée. Et aussi, et ça se joue par le physique, parce qu'en Inde, il y a 44 nuances de couleurs de peau, et les gens ont l'habitude de, par votre couleur de peau, votre patronyme, de vous situer sur la carte et de vous situer en termes de caste. Et donc, moi, avec mon nom francisé, un peu indien, mais plus vraiment indien, ma couleur de peau un peu mélangée, personne n'arrivait vraiment à me situer. Et donc, par défaut, on m'a situé sur le bas, le plus bas de la caste et le plus bas de l'origine géographique. Et donc, ça m'a beaucoup desservi au début, malgré mes compétences, malgré ma connaissance du sujet, malgré tout ce que j'avais apporté à ce moment-là au niveau du business. Et au bout d'un moment, je me suis rebellée contre ça. Au bout d'un moment, je leur ai dit concrètement, oui, je ressemble à une Indienne, mais je suis très parisienne. Donc, au fond de moi, je gueule. Au fond de moi, je ne suis pas d'accord. Au fond de moi, je dirais toujours ce que je pense, que ce soit un homme ou une femme. Et parfois, oui, je vocifère et je dis des mots. Donc, et je m'habillerai aussi comme j'en ai envie. Donc, en fait, j'ai surjoué. Quand je dis ça, c'est une caricature complète parce que je pense que les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas comme ça en vrai. Mais j'ai surjoué ce caractère français dans les codes caricaturaux qui connaissaient des Françaises et des Français pour affirmer qui j'étais de façon à ce qu'on me laisse tranquille, de façon à ce que ce sujet n'en est plus un et qu'après, on passe au travail. Tu m'as dit aussi qu'il y a un homme qui t'a, Jean-Claude Legrand, qui t'a, donc là aussi, le regard de l'autre, d'avoir, ça, une de nos directs, c'est savoir s'entourer. Je l'ai cité tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'il t'a dit, Jean-Claude Legrand? Jean-Claude était par hasard de passage en Inde au moment où je prenais le poste et au moment où j'étais en train de nager dans ce brouhaha de codes culturels. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu risques? Et en fait, je fais, attends, en fait, je viens de prendre le poste, c'est le hub en Inde, je risque de me planter, etc. Il fait, non, mais attends, si on t'a mis là, c'est qu'on savait que ça allait bien se passer, on a tous envie que tu réussisses, et au pire, ça ne réussit pas, on te connaît, donc tu iras sur autre chose. Qu'est-ce que tu risques? Vas-y, voilà, c'est ça qu'il m'a dit. Voilà. Je pense que c'est un merveilleux conseil, ouais. Un des plus beaux conseils de la confiance en soi, mais qu'est-ce que vous risquez? Ouais. Souvent, moi, je me dis, quand les gens n'osent pas demander, je dis, vous savez, si vous demandez quelque chose, la seule chose que vous risquez, c'est quoi? Oui, c'est un oui. Parce que si vous ne demandez pas, non, c'est l'inverse. C'est justement l'inverse. Si tu ne demandes pas, de toute façon, c'est non. C'est vrai. Voilà. Moi, ça m'est arrivé une fois, j'avais été coachée à un entretien d'évaluation, je le raconte souvent. On m'avait dit, mais demande 15% d'augmentation. Je n'ai jamais. C'était à l'époque, on pouvait avoir des 15% d'augmentation. Je ne dis, jamais. Et ce coach me dit, mais qu'est-ce que tu risques? Tu risques oui. Et si tu ne demandes pas, de toute façon, tu ne les auras jamais. Eh bien, je les ai eu. Voilà. Et c'est une belle histoire. Et la fois d'après, j'ai eu la voiture. J'ai refait la même chose, donc je peux vous dire que ça marche. Ça ne marche pas à tous les coups. Ça aussi, c'est une bonne. Ce qu'il faut quand même retenir, c'est que vous pouvez avoir dit non. Et ce n'est pas grave, c'est comme quand on fait du vélo, on tombe et puis un jour, on avance. C'est parti. Donc, sur allez demander d'ardoise, allez demander, oser, prendre des risques, tomber, pas avoir peur de l'échec. C'est vraiment quelque chose. Aujourd'hui, ça nous empêche d'avancer en France. Donc, toi, ça ne t'a pas beaucoup empêché d'avancer. Tu m'as quand même dit, je suis quand même passée du groupe La Poste au groupe L'Oréal. C'est pas rien. Tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Ah oui, non, ça, c'est pas rien. Passer du groupe La Poste au groupe L'Oréal, qui sont deux très beaux groupes. Mais j'ai passé 10 ans au groupe La Poste. Après KPMG, en fait, chez KPMG, ils m'ont laissé monter mes assos, être chez le client, etc. Mais il y a un moment, ça devenait quand même compliqué.
compliqué, surtout qu'après, j'ai eu mon deuxième enfant, ça devenait compliqué d'être dans le conseil, monter des assos, être chez le client, faire des propales le soir, voir mes copains. Là, j'avoue qu'il y a un moment, je me suis dit, oula, je vais arrêter, je vais trouver autre chose. Et donc, comme dans le conseil, à un moment, je me suis spécialisée sur l'ouverture des groupes à la concurrence. Naturellement, j'étais à la poste qui s'ouvrait à la concurrence, changer de métier de facteur, faire plein de choses vraiment incroyables, créer les engagements. Donc, comment un postier, une postière part en Afrique, construire des puits, des bibliothèques. Parce que j'avais un peu de temps libre quand même à la poste. Et dès que j'ai du temps libre, j'ai des idées. Et dès que j'ai des idées, j'essaye de les mettre en œuvre. Et j'ai eu une chance incroyable, et c'est très rigolo ce lien avec L'Oréal, c'est que la Banque Postale venait d'avoir 3 ans, filiale de la Poste, il fallait créer tous les sujets handicap, tous les sujets femmes-hommes, tous les sujets diversité. Et je rencontre une femme que je trouve exceptionnelle, qui deviendra ma manager pendant 5 ans, qui est en fait un peu ma coach de vie, qui est en tous les cas ma confidente. Dès que j'ai des doutes, c'est elle que j'avais dit, pas ça. Et voilà, donc on travaille ensemble à la Banque Postale et puis au groupe La Poste. Et puis, un jour, je déjeune avec cette personne et je lui dis, mais ça fait hyper longtemps que tu es là, tu n'as pas envie de faire d'autres choses. Et elle me dit, écoute, si, mais voilà, j'ai d'autres envies en ce moment, d'autres aspirations, donc je vais rester un petit peu. Et en fait, je me demande ce que toi, tu fais là, parce que toi, ta place, elle est chez L'Oréal. Alors, je crois que j'ai... C'est marrant, oui. Bon, moi, je sais pas, je crois que j'ai dû lui dire un truc du style, écoute, j'ai fait la fac de Créteil, t'es sûre? Elle me dit, je suis sûre. Elle me dit, est-ce que t'es OK? J'envoie ton CV chez L'Oréal. Et ça tombait bien, parce que mon CV, je l'avais refait le week-end d'avant, juste le week-end d'avant, en fait. Je m'étais posé les questions. Donc, c'était un mardi déjà, je me souviens très bien. Le dimanche, j'avais dû passer 3-4 heures à faire mon CV. Donc, je dis, pas de souci, je te l'envoie. Et ce qui est rigolo, parce qu'on a parlé du tout à l'heure, en fait, 2 heures après, j'avais un mail de Jean-Claude Legrand me demandant de me rencontrer. Et c'est comme ça que je suis arrivée ici. C'est plutôt rigolo parce que il a cette force de croire dans les gens et de voir le potentiel qu'on ne voit pas forcément dans tous les cas, ce qui était possible dans les ponts et dans les liens. Et en fait, ce que je ne savais pas à l'époque, j'avais oublié, moi, cette fameuse personne dont je parle, qui a été ma manager pendant 5 ans à la Banque Postale et avec qui j'ai adoré travailler. En fait, elle avait commencé chez L'Oréal. Et en fait, elle me manageait à la L'Oréal et on travaillait ensemble à la L'Oréal. Ce qui est une façon de travailler très différente à la Poste d'ici. Il y a beaucoup de culture de l'écrit. Ici, j'ai retrouvé la culture de KPMG, donc la culture de l'oral. Donc, en fait, dès que je suis arrivée ici, il faut quand même s'habituer. Et heureusement que je n'ai pas trop réfléchi parce que c'est un vrai grand égard que je faisais, mais je retrouvais la culture que j'aimais de on va vite, on parle, on avance, on a des projets, on a des idées. Je vous ai dit, j'aime pas trop quand on me dit non. Ici, on a vraiment la chance de pouvoir avancer. Alors, des fois, on nous dit non, c'est pas le moment. Mais en tous les cas, si on a des envies et des projets, on peut. Et donc, voilà, je suis vraiment ravie de ce changement et de cette façon aussi de s'acclimater. Et pour s'acclimater, il faut aussi passer du temps à regarder ce qui se passe, à apprendre à comprendre aussi notre entourage, pourquoi les gens agissent comme ci, comme ça. C'est jamais du temps perdu. Je crois que c'est toujours important de s'adapter aussi au code, aux façons de travailler et de pouvoir après essayer de mettre sa touche personnelle et de faire prendre voilà, tout ce qu'il y a à apprendre dans les projets. Merci Anne-Laure. Donc là aussi, le regard de l'autre, elle a vraiment un rôle de mentoring, cette femme. Elle est incroyable. Et ça a changé ta vie, ça a changé ta carrière. Mais plein de fois en plus, pas que cette fois-là. D'où l'importance de savoir s'entourer, on revient dessus. Essentiel. Le temps passe, j'aurais plein de choses encore, je sais que vous avez plein de choses à dire. Je voudrais juste revenir sur ce point qui m'a vraiment, moi, marqué. Et tu m'as dit, nous les femmes, tu m'as dit, moi, je suis une femme qui pleure et qui aime. Et c'est comme ça que je suis. Et c'est pas parce que je pleure, parce qu'on dit toujours aux femmes, maîtrisez vos émotions. On fait plein de webinaires, gestion des émotions, oui, c'est vrai, il faut un peu gérer ses émotions, mais j'ai trouvé que c'était formidable la façon dont tu l'expliques, parce que surtout à la fin, tu te dis, mais pas parce que je pleure, je suis au bout de ma vie, quoi. C'est juste moi, ma façon d'être. Assumez votre singularité. Tu peux alors, 1 minute, parce qu'on me fait des signes, le temps passe vite, 2 minutes. Et après, j'ai quand même une question à vous poser à toutes les deux.
je vais être très rapide parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui a marqué ma carrière et pas toujours très positivement, en fait, parce que quand j'ai trop d'émotions, j'ai très facilement les larmes aux yeux. Alors, j'essaie de les retenir, de les cacher, mais en fait, j'y arrive pas. Et j'ai travaillé 20 ans voilà, dans les milieux d'hommes où j'étais dans le conseil, j'étais quasiment la seule femme. Alors, vraiment, j'avais que des gens très bienveillants, mais je savais l'image que ça renvoyait. Donc, j'essayais toujours de cacher ces émotions. Et pareil, c'est-à-dire que en fait, j'aime vivre les choses à fond. Voilà, c'est ma personnalité. Donc, quand je suis heureuse, ben, je suis heureuse. Et quand j'ai envie de rire, j'ai envie de rire. Et je me dis qu'il faut profiter de chaque moment de la vie. Mais je sais qu'il y a des personnes que ça perturbe. Et donc, à chaque fois, j'essayais de cacher un peu. Je me disais, non, non, ris pas trop fort. Non, 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 surtout là, il ne faut pas que tes larmes coulent. Et en fait, c'est terrible. Enfin, moi, c'est des moments où je suis très mal. Et à un moment, je me suis dit, en fait, il faut arrêter. Quoi. En fait, tu es comme ça. Tu as essayé de te changer pendant 20 ans, tu n'y arrives pas. Et à un moment, ça va peut-être être plus simple de s'assumer. Et donc maintenant, je le dis ouvertement, c'est pas parce que j'ai l'air monsieur que je suis au bout de la ligne, mais pas du tout. C'est juste que je vis quelque chose qui est un peu dur, je suis un peu triste, oui, mais dans une heure, ça ira très bien. Tant que c'est pas, j'ai envie de dire, vital, tant qu'il n'y a pas un enjeu, et ben, allez, on rebondit, on repart et c'est reparti. Merci beaucoup, Anne-Laure, parce qu'on voit beaucoup de femmes. Les femmes sont plus émotives que les hommes. C'est comme ça. Ou en tout cas, les hommes de masque, j'en sais rien. Mais merci parce que je te le redis, c'est un message maintenant que je délivre en disant que c'est pas grave en fait. C'est pas grave, évidemment. Et c'est pas grave parce que toi, tu dis ce mot à la fin en disant dans une heure, ce sera terminé. C'est pas grave, tu m'as pas mortifié. Alors, donc merci pour ce conseil. Je pense qu'il va parler à beaucoup de femmes. Frédéric, je peux juste rebondir bien sûr, sur la singularité. Je voulais aussi vous dire que en travaillant dans le domaine de la cosmétique, parfois ça a l'air d'être un peu superficiel. Au contraire, on est en prise vraiment avec la confiance en soi, à comprendre nos consommatrices et nos consommateurs aussi. Mais d'un point de vue féminin, c'est marrant ce que tu dis parce que j'ai parlé de la boucle, puisque grâce à ça, c'est aussi une marque de capillaire. Très jeune, j'ai commencé à travailler sur des marques pour cheveux bouclés, etc. Et on voit qu'en fait, il y a une non-acceptation de son cheveu bouclé pendant très longtemps dans la vie d'une femme, jusqu'à à peu près la quarantaine, où là, on voit l'explosion des femmes qui gardent leur boucle naturelle parce qu'elles disent, bah, ça y est, je m'accepte avec. Et en fait, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que tu as parlé de 20 ans. Nous, on est là aujourd'hui, je pense, pour dire, pour donner ce conseil à des plus jeunes, peut-être qu'elles n'attendent pas 20 ans. Moi aussi, j'ai attendu 20 ans pour porter mes boucles au naturel. J'étais toujours en train de faire mes heures de brushing à n'en plus finir, à perdre du temps à faire que ça. Et je pense, ça a l'air anodin, mais quand même, c'est une acceptation de soi, c'est le début de la confiance. Et il ne faut pas passer à côté quand on est jeune, parce qu'il y a rien de plus beau, en fait, que de se sentir bien dans ses baskets comme on est, en fait. Voilà. Merci Maïté, magnifique message. Il n'est jamais trop tôt. Ouais. Il n'est jamais trop tôt. Pour être soi, pour prendre confiance en soi, pour muscler sa confiance et pour gagner du temps. Nous trois, effectivement, on a une vie derrière nous, on a une grande devant nous encore, mais on a une vie derrière nous. Et moi, si j'avais rencontré des femmes comme nous, quand j'avais 20 ans, je pense que ma vie aurait été légèrement différente. J'aurais pris confiance en moi beaucoup plus vite, beaucoup plus tôt. Donc ça, c'est un magnifique message. Merci Maïté. Alors la dernière question pour vous, c'est évidemment le conseil. Quel premier conseil, si vous en aviez un à donner en face d'une jeune femme, vous lui donneriez pour qu'elle gagne confiance, qu'elle gagne cette confiance, pour qu'elle avance sur ce chemin de la confiance? Moi, je vais repartir du début, au risque de ne pas être très original, de parler de cette petite voix, d'écouter sa petite voix. Cette petite voix, elle est, on l'a dit quand même, à la congruence de plein de choses. Et c'est là où vous pouvez lui faire confiance. C'est que ce n'est pas une illumination qui arrive de je ne sais où. C'est très ancré avec qui vous êtes. Et qui vous êtes, c'est important parce que c'est une connaissance socioculturelle, une connaissance scolaire. La plupart du temps, il faut le dire, les femmes sont aussi, vont plus vite dans les études que les hommes parce qu'elles ont un cœur de réussir. Elles sont très studieuses, donc elles ont une connaissance scolaire. Elles sont besogneuses, elles travaillent beaucoup, donc il faut qu'elles fassent confiance à leur travail. Et cette petite voix, c'est la congruence de leur expérience, de leur travail, qui tout d'un coup, tu le disais, comme un cheval au galop, va accumuler, au lieu d'avoir un problème à deux dimensions, il y a une capacité de cette petite voix à prendre un espace multidimensionnel, un problème complexe, et de le solutionner avec quelque chose de très clair, de très limpide.
Et cette petite voix, quand elle arrive comme ça, de façon hyper claire et très limpide sur un sujet, écoutez-la et surtout partagez ce point de vue. Osez le dire haut et fort. C'est mon point de vue, ça dérange peut-être, mais c'est mon point de vue et il faut lui faire confiance. Voilà. Merci Maïté, super conseil. Osez, assumer, défendre vos idées, et même si ça dérange. Ça, c'est important. Anne-Laure. C'est exactement ce qu'a dit Maïté. Hein. Vraiment, je suis tellement d'accord avec elle. Peut-être, je rajouterais peut-être être en harmonie avec soi, en fait. S'il y a une décision qui est prise qui ne convient pas à vos valeurs, hein, il ne faut jamais hésiter à le dire. Moi, j'ai tellement douté de moi un nombre d'heures incalculable que c'est vrai que si je pouvais me faire gagner 20 ans, je serais tellement heureuse. Ne doutez pas. Si c'est avec vos valeurs, si c'est en harmonie avec qui vous êtes, il faut le dire. Il faut exprimer vos idées, il faut y aller, il faut essayer, il faut tenter. Il n'y a rien à perdre. Donc voilà, ne pas douter. Dès qu'on est vraiment en harmonie avec ses valeurs, avec effectivement sa petite voix, avec ce qu'on croit, qui on est, il faut y aller. Alors, allez-y, hein. On y va. Merci beaucoup. Je vais, donc, merci pour vos témoignages, merci pour vos parcours extrêmement inspirants. Donc, évidemment, vous allez être mentor dans le programme pour auto. Évidemment, évidemment. On accueille 2 nouveaux mentors ce matin avec plus grande joie. Et on a quand même beaucoup parlé du regard de l'autre, on a parlé de l'accompagnement, de ces gens qui sont autour de nous. Tu ne nous as pas parlé d'Alexia Larochepère, on en avait parlé, qui a été très importante pour toi. Donc, vraiment des gens qui vous ont accompagné dans vos carrières. Ça peut être de façon très courte, mais ça peut être de façon un petit peu plus longue. Et c'est tout ça qui nous a fait créer le mentoring chez Derwoman. Et aujourd'hui, avec donc Kerastase et ce magnifique programme Tower Talks qu'on déploie dans toute la France auprès de centaines de femmes, je voudrais partager ça avec 2 témoignages de vécu du mentoring chez Power Talk avec Elsa, qui est mentie chez Derwoman. Je t'en prie. Pardon. Alors, et Bérangère, elle est mentor chez Derwoman. Ici, 2 femmes qui participent au programme depuis plusieurs semaines, puisque ce programme a été véritablement mis en place en novembre. Première question, Elsa, tu es entrepreneur d'une entreprise qui fait des, on ne va pas passer trop de temps, mais qui fait des, ancienne juriste, qui a monté son entreprise, qui fait des livres pour les enfants. Si vous avez des enfants, avec la tête de l'enfant, la photo de l'enfant, donc elle destine, parce que peut avoir plusieurs carrières et plusieurs talents, elle est multitalent. Elle destine et elle a monté donc cette entreprise où vous voyez votre enfant qui vit différentes scénettes. Ça s'appelle les Contes de Zaza. Allez voir sur Internet, c'est formidable. Mais tu as eu à un moment donné l'envie, le besoin de te faire mentorer, de te faire accompagner pour les débuts de ton projet entrepreneurial. Est-ce que tu peux nous donner des raisons, les 3 raisons majeures qui t'ont déterminé à faire le pas et à venir te faire mentorer? Alors, déjà, une des premières choses, c'est qu'un compte de Zaza, je le vois tout seul. Donc, sans brainstormer, sans avoir à mes côtés des gens avec qui je peux échanger. Donc, la première chose, c'était ça, c'était me faire entourer par quelqu'un qui allait avoir du recul, qui allait pouvoir m'aider, venir avec une problématique que moi, j'avais identifiée aussi dans mon entreprise et trouver chez cette personne l'ouverture de porte que moi je ne voyais pas. C'est-à-dire que, voilà, qu'elle puisse, à un moment donné, me montrer la même chose, mais d'une façon différente. Et qu'elle puisse m'aider avec son espace, parce que c'est ça le mentoring. Hein, le mentoring, juste pour poser le mentoring, c'est pas du coaching. Le coaching, c'est accompagner quelqu'un avec des techniques de coaching. C'est pas du clonage, c'est-à-dire, d'ailleurs, je me souviens très bien d'un mentor qu'on t'a mis, n'a rien à voir avec ton business. Donc, c'est quelqu'un de structuré qui t'aidait à avoir, comme tu dis, une ouverture différente. Mais c'est pas quelqu'un qui a pu coller son business à les sophrologues, hein, pour vous dire, ça n'a rien à voir. De mémoire, c'est bien ça. Avec une autre vie avant. Avec une vie en entreprise, une grande entreprise avant, mais elle est sophrologue et elle a changé de vie aussi. Donc, ce n'est pas du clonage. Je ne colle pas à ma mentille mon expérience. Ce n'est pas du coaching, ce n'est pas du clonage et ce n'est pas du consulting. C'est-à-dire, on ne vient pas chercher chez un mentor son expertise métier. S'il en a une en plus et qu'il peut vous partager,
tant mieux. Mais on n'accepte pas, nous, les mentis qui disent, je veux, exemple, là, j'ai une femme qui nous a demandé, je veux quelqu'un qui m'aide à faire mon business plan pour développer ma chaîne d'hôtel aux Comores. Ben non. D'abord, elle n'est pas capable, enfin, c'est pas pour ça qu'on vient faire du mentoring. Le mentoring, c'est vraiment un accompagnement, on appelle ça compagnonnage, c'est qui tient par la main et qui fait regarder la vie différemment, qui fait regarder les problématiques différemment. Que t'a apporté ce mentoring? Alors, oui, elle m'a ouvert des portes sur la problématique pour que je puisse continuer toute seule, beaucoup plus vite, en tout cas dans ce qui me concerne. Et puis, c'est un regard aussi, le mentoring. C'est un regard de quelqu'un qui prend le temps, qui a envie de le faire, donc il le fait avec une grande gentillesse, beaucoup de bienveillance. Et c'est quelqu'un qui vous regarde, qui prend le temps de vous regarder, prend le temps de vous dire c'est super aussi, parce que ça fait partie des échanges. Quelqu'un de très accueillant. Donc c'est vraiment l'accueil de ce que je suis, de ce que je porte dans mon projet, une aide et vraiment une chaleur. Moi, j'ai trouvé que c'était quelqu'un, et je crois que les notes de mentoring sont excellentes, et pas pour rien. Il y a vraiment un accueil de ce que vous êtes et de vos problématiques. Et tu peux parler aussi, parce que tu en parlais ce matin à l'accueil avec une femme qui a envie de se faire mentorer, ou c'est Bérangère. Enfin, on a aussi des mentors exceptionnels, puisque les notes de mentoring aujourd'hui, on a plus de 150 séances qui ont été faites, voire 200. Chaque séance est évaluée avec 2 critères que nous demande Kerastase. Enfin, le premier, c'est moi. Le deuxième, c'est Kerastase. Le premier, c'est la satisfaction globale de votre séance. 4,9 sur 5. Au début du lancement de Power Talk, j'avais dit à l'équipe Kerastase, j'avais dit s'il y a une note à 3 ou inférieure à 3, je prendrai le temps de parler au menti qui a mis 3 et de parler au mentor. Et le mentor, il n'aura pas d'autre mentoring, sauf avoir une formation supplémentaire. On n'a pas eu un seul 3. Pas un seul. Et je n'en reviens pas parce que c'est quand même, il y a quand même beaucoup de séances. On a eu lundi un retour des mentors. Ils sont tellement engagés. On fait tout ça dans un cadre très sécurisé puisqu'on a un process. Ils ont des vidéos de formation, ils ont un guide du mentoring, tout est détaillé, minuté dans la séance. C'est-à-dire qu'on leur dit voilà comment vous répondez aux questions, voilà ce qu'il faut faire. Et on va continuer à nourrir encore plus ça. Et on veut faire quelque chose de simple pour pas que ce soit prise de tête non plus, parce qu'on n'oublie pas que nos mentors, elles sont bénévoles, donc c'est du temps. C'est de l'engagement, parce que quand on est avec un menti, on fait la séance, si c'est un flash, et on en fait plusieurs, si c'est un deep mentoring, et on ne les lâche pas. On n'a jamais eu un mentor qui a lâché une mentie. Donc, on a quand même des valeurs très fortes d'engagement. Et d'ailleurs, que va nous témoigner le mentor? D'ailleurs, pourquoi on est mentor chez Power Talk, dans le programme Power Talk? Bérangère, donc, qui est mentor, qui vient d'arriver comme mentor dans le programme Power Talk. Et alors, moi, je mentor 2 personnes. Mon envie de mentorer, c'est vraiment, ça rejoint tes convictions par rapport à la solidarité. Pour avoir vécu à l'étranger et avoir travaillé aussi dans des grands groupes internationaux en France, j'ai trouvé que cette solidarité féminine, souvent, elle manquait et que ça ne demande pas beaucoup d'énergie d'accompagner quelqu'un et de lui dire je suis là pour toi. Dans cette relation d'aide, il y en a évidemment beaucoup pour le menti, qui va recevoir un regard inconditionnel, un buddy qui ne va pas la juger, ne va pas la critiquer, va l'emmener, va lui poser des questions. Mais il y a aussi un retour qui est énorme, qui est la satisfaction. J'ai eu ma 2e séance avec une de mes membres hier, et c'est une jeune entrepreneuse qui a lancé son entreprise il y a 1 an, qui a des doutes, qui est seule, qui passe par des hauts et des bas. Et rien que notre échange et le fait de lui poser des questions, d'être un peu un sparring partner, elle est repartie complètement énergisée à un moment où elle se disait est-ce que je dois continuer à faire des réseaux sociaux? Est-ce que je passe pas assez de temps à ça? Est-ce que je dois augmenter mon temps? Et cet échange sans grande compétence sur les questions lui a fait se reposer la question, se revoir tout le chemin qu'elle a parcouru en 1 an et lui redonner courage et audace pour continuer à être persévérante dans son aventure entrepreneuriale. Donc, pour moi, la mentor, c'est une énorme satisfaction. C'est vraiment
un énorme retour en fait du temps investi. Merci Bérangère. Et là, tu réponds à la deuxième question qu'on pose dans le questionnaire, puisque la première, c'était satisfaction globale. On a vu, c'est 4,9 sur 5. Et la deuxième question, c'est là-dessus que Carastas regarde, c'est est-ce que cette séance a boosté votre confiance en vous? Et là, on est à 4,8, je crois. Donc, le message qu'on donne au mentor, c'est si la mentie ne repart pas de votre séance avec l'envie de tout casser, c'est que vous avez raté votre séance. Et c'est ça la différence avec le coaching ou le consulting. Et tu viens de le dire, elle est repartie complètement énergisée. C'est ça qu'on vise. Et c'est ça qui est extrêmement important. C'est la mise en action. Et tout ça, ça se rejoint. Je parlais de l'audace, c'est quoi? C'est la mise en action. Pour avoir en action, il faut avoir confiance. Mais pour avoir confiance, il faut avoir de l'énergie. Il faut avoir quelqu'un qui vous regarde et vous dit, tu peux y aller. Je crois en toi. Ce que nous disent les mentis, et c'est toujours très émouvant, il y en a qui nous disent, mais en fait, on ne savait pas qu'on avait des compétences pareilles. C'est grâce à notre mentor qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on n'était pas si mauvais. Et donc, tout ça, ça nourrit la confiance. Et tout ça, ça fait que, à la suite d'un mentoring, on a des femmes qui réussissent leur entretien d'embauche, on a des femmes qui réussissent à parler à leur patron, on a des femmes qui changent de poste, on a des femmes qui font effectivement des mouvements transverses, on a des femmes tout simplement qui reprennent confiance en elles et qui nous disent merci. Merci mentor, merci Power Talk, merci Women, parce que grâce à vous, j'ai presque une espèce de renaissance qui fait que je me redresse. Voilà, je me redresse, je regarde devant et j'ai beaucoup, on va dire plus peur, mais j'ai beaucoup moins peur. Merci de vos témoignages. Moi, je dirais que alors, j'avais écrit une phrase, l'avenir appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Ça sert aussi à ça, le mentoring. Ça sert aussi à aider les femmes à se reconnecter à leurs envies et de leur dire, tu as ces envies-là, vas-y, fonce, tu es capable. Je vais t'aider à mettre en œuvre ce qu'il faut pour les atteindre. Si vous êtes d'accord avec ça, Mila. Yes. Yes, vous êtes d'accord? Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez des questions? Il y a une différence avec le fait d'avoir un mentor qui est un homme, ou si c'est mieux du coup d'avoir un... Très bonne question. Est-ce qu'il y a une différence entre avoir un mentor homme et un mentor femme? Alors ça, c'est une vraie question. Oui, en fait, il y a une différence. Le mentor homme, on avait, puisqu'on a arrêté, des mentors hommes chez Women pour nos programmes de mentoring, et maintenant, on a exclusivement des mentors femmes. La différence, alors moi, mon analyse, j'ai surtout vu une différence de posture pour l'entrepreneuriat. En fait, les hommes dans l'entrepreneuriat, on avait pas mal d'hommes qui étaient mentors pour des femmes entrepreneurs. Et c'est vrai qu'ils amenaient de façon plus rapide et plus naturelle cette audace. Ils sont plus audacieux, c'est comme ça. Il y a des différences entre les hommes et les femmes. Les gens qui disent non, il n'y a pas de différence, mais bien sûr qu'il y a des différences. C'est culturel, c'est éducationnel, c'est tout ce que vous voulez, mais il y a des différences. On est moins audacieuse par nature, c'est comme ça. Après, on peut le devenir, on a tous cette petite graine d'audace, elle demande qu'à éclore, mais elle est allée sans doute un peu plus vite chez certains hommes. Donc oui, il y a une différence. Pour l'entrepreneuriat, ils étaient un petit peu plus audacieux. Aujourd'hui, dans ce qu'on voit, il y a une complicité, une compréhension, une empathie, une écoute active de la part des femmes qui est exceptionnelle. Voilà, qui est exceptionnelle. Donc moi, c'est une question que je me suis posée quand j'ai dû dire à tous ces pauvres hommes, désolé, c'est fini, vous ne serez plus mentor pour le moment. Et c'était hyper triste parce qu'ils aimaient ce rôle de mentor. Et franchement, des femmes pour des femmes, ça apporte quelque chose en plus. Women, ce sont des hommes et des femmes pour aider des femmes. Donc, je ne suis pas du tout pour travailler avec des femmes. Moi, je suis pour la mixité, je trouve que ça apporte énormément de choses. Là, c'est juste le constat. Ces notes de 4,9 sur 5, on ne les avait pas avant. On avait des notes, mais on n'avait pas 4,9. On avait plutôt 4,6. Maintenant, on est à 4,9. Les femmes, elles sont scolaires. Elles veulent bien faire. Et quelque part, dans l'humain, c'est génial. Parce qu'elles sont totalement, mais totalement dans l'écoute de leur mentie.
Nos mentors sont incroyables. Hein. Quand on demande des questionnaires, on les demande à nos mentis, mais on les demande aussi à nos mentors. Jamais on relance une mentor sur son questionnaire. Elles nous répondent tout de suite. Elles ont cet engagement de faire plaisir. C'est un petit peu ce qu'on appelle la charge émotionnelle. Hein. Dans la charge mentale, ça fait partie de la charge mentale. La femme a toujours envie, dans le care, de faire attention à l'autre. Donc, on le retrouve dans le mentoring. Et dans le mentoring, c'est une énorme qualité. Donc, je dirais que oui, la femme amène quelque chose, un mentor femme pour une mentor femme. Il y a cette empathie, cette écoute active. Elle amène autre chose, mais cette autre chose, chez nos femmes qui viennent chercher de la confiance en elles, il est pile poil adapté pour remplir notre objectif. J'espère que j'ai répondu à la question. J'ai une petite question. Être mentor ou mentee, est-ce qu'il y a un âge minimum déjà pour être mentor ou des critères? Moi, par exemple, j'avoue, j'avais un peu envisagé, j'hésitais entre soit mentor, soit mentee. Puis je me dis, il y a des situations dans lesquelles je me verrais bien mentee, mais des situations où je me dis, par exemple, pour accompagner des gens qui sont en début de carrière, ou des gens qui sont en stage aussi, parce que c'est aussi une période assez intense quand on vient de commencer et qu'on sort des études. Est-ce qu'il y a des gens qui font les deux? Est-ce que, voilà, et du coup, là, Tu as donné la réponse. En fait, dans ta question, tu as donné la réponse. Il n'y a pas d'âge, bien sûr. On peut être mentor et on peut être menti. Et on peut apporter. On a des mentors qui sont jeunes. On a des mentors nos plus jeunes ont 26 ans, je crois. On a des mentors qui sont très, très bien notés. Pourquoi? Parce qu'elles amènent. En fait, quand on veut être mentor chez Dare Women, chez Powertalk, on remplit un questionnaire avec ce qu'on pense pouvoir apporter. Et nous, pour le moment, et j'y tiens, on regarde toutes les fiches, on regarde les affinités, on regarde les parcours, on regarde les compétences et on fait des matchs. Et on n'ira pas, je ne sais pas quel âge tu as, 29 ans, on ira peut-être. Et pourquoi pas? Je dis, on ne va pas faire mentorer une femme de 50 ans, mais pourquoi pas? Ça dépend de ce que tu peux amener. Donc, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. On ne va peut-être pas prendre une étudiante de 18 ans, ça c'est sûr. Mais à partir du moment où on a eu de l'expérience professionnelle, il n'y a pas d'âge minimum. Et la deuxième chose que tu as abordée, qui est vraiment quelque chose de très important pour moi, c'est bien sûr qu'il peut être mentor et menti, et je dirais même qu'il faut l'être. Il faut l'être. Les mentors, on peut penser de temps en temps que on est mentor, on ne va pas être menti. Mais moi, je suis mentor et je suis menti. Évidemment. Toute sa vie, on peut se faire mentorer. Et toute sa vie, il faut se faire mentorer. Les anglo-saxons ont très, très bien compris ça. Ils sont tous mentorés. On a une mentor chez nous qui est l'ancienne copatronne de Disney à Los Angeles. Elle a toujours été mentorée toute sa vie. C'est ce qu'elle me disait. Tous les Américains se font mentorer. Donc, n'hésitez pas, en tant que mentor, à vous faire mentorer. Et tu as raison, n'hésite pas à proposer ta candidature en mentor, même si tu es jeune. Après, Elsa, tu t'es proposé en tant que pour le moment, tu n'as pas de menti, mais moi, ce n'est pas grave. Ça veut dire qu'on n'a pas aujourd'hui un profil qui correspond. C'est ce que je disais encore lundi. Nous, on ne fait pas de l'abattage. Hein. On est dans l'humain. Donc, chaque menti, on lui trouve le mentor adapté. Et on ne colle pas n'importe qui. Donc, il y a quelques mentors qui n'ont pas encore de menti parce que les problématiques ne collent pas. Mais donc, ta réponse, c'est oui, on peut être mentor et menti. Il faut l'être. Et non, il n'y a pas d'âge. C'est juste avoir envie d'aider. Savoir faire de l'écoute active. C'est-à-dire l'écoute active, c'est qu'on arrête le vélo quand quelqu'un nous dit quelque chose, on dit ah oui, c'est comme moi. Non, on s'en fiche. On est focus sur l'autre et on est bien dans cette lampe. Parce que si on est dans une période où c'est difficile pour soi, on est un peu en déprime, soi-même on se pose beaucoup de questions, ça va être compliqué. D'aider un menti. Et la deuxième chose, pour vous rassurer, c'est que quand des mentors se lancent dans le bain, parce que le Power Talk, il y a le flash. Le flash, c'est une seule séance. C'est pas mal quand on démarre le mentoring parce que ça permet de tester sa capacité ou son envie d'être mentor. Et si, malgré toutes les aides, les guides qu'on donne, moi je sens ou la mentor sent qu'elle est un petit peu juste, elle fait une séance de mentoring flash avec moi pour l'aider à être un bon mentor. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, et au contraire, même j'encourage à dire, n'ayez pas peur de dire, j'ai envie d'être mentor, mais peut-être j'ai besoin d'un petit coup de main perso. Donc, voilà, j'ai répondu. Voilà. Merci beaucoup, on me fait des signes, on resterait bien plus longtemps. Il n'y a pas une autre question, elle on répondrait tout de suite. Non? Alors, chez Dare Women, on oblige tout le monde à poser une question, tout le temps. Donc, osez prendre la parole.
À chaque fois que vous pouvez prendre la parole, prenez la parole. Donne ce petit conseil-là. Parce qu'après, en fait, c'est beaucoup plus facile de prendre la parole en public. Voilà. Merci pour votre attention. Merci encore, Maïté, Anne-Laure, pour vos témoignages passionnants. Je pense que je vais venir vous interviewer pour faire un petit film sur ce que vous avez de plus à nous dire, parce que la séance a été assez courte. Merci Bérangère infiniment de ton témoignage et de ton engagement pour le programme Power Talk. Merci Elsa d'avoir témoigné, parce que les mentis ne veulent pas toujours témoigner, parce qu'en France, se faire mentor du coin quand même, parce que c'est bien de savoir. Mais bien sûr, c'est bien, bravo. Il faut témoigner sur la force du mentorat, c'est important. Merci Carastase, merci Morgane, merci Angèle pour votre accueil ce matin et à très vite. Merci Frédéric.